Bonsoir à tous, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du Club Paname. On va se concentrer sur les deux derniers matchs du PSG à Reims et à Lille. Une équipe type quasi actée, un système unique. Paris est-il prêt ou Paris vous fait-il encore peur? Nous allons en discuter. Puis on finirons par un petit point mercato. On reviendra sur le cas Cavani et sur l'échange qui se profile entre Kurzawa et De Siglio. Pour en parler avec moi ce soir, Lionel, bonsoir à toi. Bonsoir les gars. Et Darius, bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde. On entame direct donc sur les deux matchs. Reims en demi-finale de Coupe de la Ligue, victoire tranquille du Paris Saint-Germain qui se qualifie donc en finale contre l'Olympique Lyonnais. Et hier un test à Lille qui était invaincu. Qu'avez-vous pensé de ces deux victoires? Somme toute tranquilles, mais est-ce qu'elles vous ont vraiment convaincu, Darius? C'est moi qui dois commencer. Ouais. Bon, c'est moi qui commence alors. Je pense que dans le positif, dans le fil des conducteurs des deux matchs, il y a vraiment eu un élément positif, c'est la gestion de la nervosité de l'adversaire. On a su faire déjouer et Neymar est un très très bon acteur pour ça. Et ça semble confirmer un progrès que je pressentais par rapport à l'année dernière. Je ne pense pas qu'une déroute à la Manchester United ou autre pourrait arriver, dans le sens où on a une bien meilleure maîtrise de nos émotions et on cherche à faire déjouer l'adversaire. Neymar est bien pour ça, mais d'une manière générale, l'équipe, on sent qu'elle a mûri par rapport à ça. Les échecs passés ont eu un impact et ça, c'est positif. Après, on peut aussi tirer la ligne entre deux duos au milieu qui n'ont pas été convaincants sur les deux matchs, qui n'ont pas apporté les réponses qu'on pouvait attendre. Et sinon, donc après, sans parler des individualités, pour revenir un petit peu plus sur Lille, c'est un peu en tilt. J'étais en train de dire à un moment pendant le match, quand on doit mettre les deux nains au milieu, il faut arrêter avec un milieu à deux. Parce qu'il y a un moment où il y a un problème de déficit physique, il y a un problème d'impact, et d'une manière générale, c'est un milieu qui est très statique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une ligne lilloise, donc la ligne des offensives qui était entre le milieu et la défense, et ensuite de ça, il y avait la ligne du milieu lilloise, et les deux milieux restaient là, c'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui faisait le pas en arrière pour aider les centraux. D'ailleurs, on pourrait parler aussi des centraux qui ne faisaient pas le pas en avant pour aller rejoindre le milieu. Et il n'y en avait aucun qui se projetait devant pour offrir une possibilité de passe. Et il y avait une certaine frustration de manière générale dans l'équipe, dans le sens où il y avait une difficulté à se trouver face à un pressing lillois qui était très cohérent, mais une vraie difficulté à se trouver. Et quand on parle d'un pressing lillois très cohérent, c'est un sous-Liverpool, quoi. Donc c'est un sous. Oui, voilà. Mais je veux dire, Dortmund, c'est pas les mêmes caractéristiques, c'est pas la même manière de faire du pressing. Mais par rapport aux équipes qui font du pressing à la lilloise, c'est la base de la base de la base de ce qu'on pourrait rencontrer en Ligue des Champions. Et on a vu qu'on est véritablement en difficulté et qu'on se repose vraiment sur les individualités. Ensuite de ça, j'ai envie de parler de la VAR. Encore une fois, un scandale. La VAR, ça n'arrête pas. On parle plus de la VAR qu'on parlait de l'arbitrage avant. Les scandales d'arbitrage apparaissent choquants. Par exemple, j'ai vu un match de D1 féminine où il y avait, oui, en l'occurrence, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça m'est arrivé. Et il n'y a pas la VAR. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ça apparaît plus choquant sur le moment, mais les gens en parlent moins que la VAR, parce que la VAR, c'est tout con. À chaque fois, ça prend une plombe. À chaque fois, les commentaires en font une tonne dessus, et ça pourrit l'ambiance. Enfin, j'ai envie de parler de quoi? Donc, sans parler des individualités. Oui, il faut parler du passage en 4-3-3 contre Lille. À partir de la 70e. Voilà, 75 même. Entrée d'Herrera à la place d'Icardi, 75e. Ouais, à partir de la 75. Il y avait du mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une suroccupation de l'espace au milieu, mais il faut tempérer ça avec le fait que les Lillois qui avaient fait énormément d'efforts étaient beaucoup plus fatigués. Et faut tempérer ça aussi dans le sens où on a vu réapparaître les défauts qui moi, me faisaient péter un câble avant, à savoir un milieu à 3 avec aucun élément qui est capable d'apporter un surnombre offensif, et avec Neymar qui est obligé de redescendre. On s'est retrouvé avec Neymar en 8 sur les 15 à 20 minutes, alors qu'on était face à des joueurs fatigués. Donc ça augure rien de bon, et j'ai pas trouvé ce milieu cohérent. Voilà. Après, sinon, au niveau des choix tactiques, tout s'explique par ce milieu. C'est-à-dire que en soi, le fait d'avoir un Diallo sur le côté n'est pas forcément gênant, mais le fait d'avoir un milieu qui est aussi statique, qui propose aussi peu de solutions face à l'adversité, je ne juge pas les individualités, je parle du milieu dans son ensemble, on a des problèmes de transmission et c'est pas illogique, et voilà.
Avant de te donner la parole, Lionel, une petite question, Drayas. Est-ce que le match féminin remplaçait YouPorn pour toi? J'aimerais bien. Lionel, vas-y, est-ce que toi, ces 2 victoires contre un Séville t'ont-elles convaincu? Après, je ne sais pas si elles m'ont convaincu. Je vais faire un peu plus court qu'Andreas, mais il y a quand même des choses positives. On a ces 2 matchs à l'extérieur contre 2 équipes qui sont très difficiles à jouer en France. Reims qui est, alors même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même comme la meilleure défense en France, et Lille qui est un pour moi, je préfère rester dans le microcosme français. Ça n'a pas de valeur de comparer avec d'autres championnats européens où les équipes ont des forces offensives bien supérieures à ce qui se fait en Ligue 1. Bien sûr. Donc, déjà au niveau des championnats français, on les avait déjà affrontés au match aller, on avait perdu, on avait eu des difficultés à se procurer des occasions. Alors, on n'avait pas non plus aligné notre meilleure équipe, mais ça reste une équipe qui n'est pas facile à jouer, donc il fallait aller se qualifier là-bas, on a réussi à le faire, sans être mis trop en difficulté. Pareil, hier, on n'a pas non plus été mis vraiment en difficulté par le LOSC. Alors, Lille a bien pressé, c'était une équipe organisée, on a vu de bonnes choses de la part de Lille, mais il n'y a pas eu des occasions de but flagrantes pour le LOSC. Donc, dans cette gestion, dans cette maîtrise, je pense qu'il y a des choses positives à en tirer. On finit 2 matchs sans prendre de but, en en marquant 5. On se rend compte qu'on a un joueur qui est en train de monter en puissance et de surpasser le reste de l'équipe, c'est Neymar. Alors, à contrario, on se rend compte que les 3 autres qui l'accompagnent, 3 autres fantastiques qui l'accompagnent en ce moment sont un peu plus dans le dur. Le choix de voir Diallo à gauche, alors il a pas été exceptionnel, mais ça me confirme que Neymar n'a pas vraiment besoin d'avoir un joueur qui dédouble dans son couloir, et surtout que ça permet un peu plus à Mbappé de venir sur le côté gauche et d'être la solution d'appui de Neymar sur ce côté. Donc il y a des choses positives. Après, des choses négatives, oui, on n'est toujours pas convaincu on n'a toujours pas trouvé le milieu qui nous permet de ne pas nous poser de questions, un peu comme à l'époque avec Areola dans les buts. Aujourd'hui avec Navas, on se pose plus de questions. On se pose toujours les questions, est-ce qu'on a le milieu qu'il faut, quoi que ce soit. Je suis d'accord avec Drayas. Je pense que le milieu n'a pas répondu à toutes nos inquiétudes, mais c'est pour moi, individuellement, les 2 sont dans leur rôle, mais comme tu dis, il n'y a peut-être pas cette alchimie, cette complémentarité qui nous permet de voir des choses un peu plus intéressantes. Donc voilà, après, dans l'ensemble, on a assuré l'essentiel. Et ce genre de match, pour moi, ne permettent pas vraiment d'être ni optimiste, ni inquiet pour ce qui se passe en Ligue des Champions, qui pour moi n'a rien à voir en termes de motivation, en termes de niveau, en termes d'exigence. Et c'est compliqué aujourd'hui d'utiliser ce genre de match pour pouvoir réellement se questionner sur ce qui va se passer avec des champions. Ouais, si tu veux réagir. Ouais, alors déjà sur la dernière chose que tu viens de dire, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où Lille, c'est le premier test avant le deuxième test qui est Lyon, avant la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on avait, première équipe qui allait nous offrir de l'adversité, parce que Reims, c'est effectivement une très bonne défense, mais c'est une équipe qui va poser des problèmes pour marquer des buts, mais c'est pas une équipe qui va te poser des problématiques en termes d'adversité. Et on a répondu à moitié présent. Il y a des gens qui trollent en disant le FC Neymar, mais il y a quelque chose d'assez juste là-dedans. Surtout quand tu as les autres offensifs qui sont un peu dedans. On reviendra sur les individualités après. Mais un milieu qui est relativement pauvre, avec Marco Verratti qui individuellement, mais son positionnement était très mauvais, mais qui individuellement, au-delà de son positionnement, a apporté des réponses, mais c'était pas suffisant. Des latéraux, Meunier, enfin, on va en reparler des individualités après, mais pour moi, Lille, c'était un premier vrai test, et le test a été franchi dans le sens au niveau du mental, mais au niveau du jeu, il n'est pas franchi, et il y a un moment où on va avoir besoin d'avoir quand même un minimum de certitude avant d'arriver en Ligue des Champions, quand on va tomber contre des équipes très fortes. Si contre les équipes fortes de Ligue 1, on n'est pas capable de marquer les matchs de notre empreinte, ça pose un problème. Ensuite, je voulais revenir, tu mettais en avant Diallo en expliquant que Diallo ne posait pas de problème avec Neymar, et en soi, je suis d'accord avec toi, dans un 4-4-2, tu peux tout à fait jouer avec un central qui est assez bas,
Mais dans ce cas-là, tu dois avoir des milieux beaucoup plus participatifs dans le jeu, à la fois au niveau de la défense et un petit peu plus devant. Et c'est pas le cas. Et du coup, ça pose un problème d'avoir un latéral qui est aussi bas, dans le sens où tu as une arme offensive de moins. Et ça pose un problème. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est oui, effectivement, on nomme le milieu, mais d'une manière générale, c'est l'équipe dans son ensemble, c'est la capacité à se repositionner, c'est la capacité en fait à trouver un bloc où les choses s'articulent les unes par rapport aux autres. Et on tombe sur le milieu parce qu'effectivement, c'est le milieu, c'est ce qui est c'est ce qui permet les articulations, mais c'est dans l'ensemble où l'équipe va trop se reposer sur les individualités, une nouvelle gestion morale, mais en termes de jeu, on n'est pas loin de quelque chose d'assez néant. On a quelques certitudes défensives, mais ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Lionel? Non, comme je l'ai dit, je suis en partie d'accord avec l'analyse qu'il a faite par rapport au milieu de terrain. Je suis d'accord avec lui quand il a dit qu'aujourd'hui, c'est Neymar et les autres. On l'a vu, Mbappé n'a pas fait un gros match, pour rester gentil, Di Maria aussi. Icardi est extrêmement dépendant du reste de ses coéquipiers, donc à partir du moment où il n'est pas servi ou autre, c'est un joueur c'est un peu comme on a le débat avec Gay. C'est un joueur qui a ses qualités, on sait à quoi s'attendre, et quand dans des matchs où il n'est pas servi, où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace, où il n'y a pas enfin voilà, il peut paraître totalement inutile. Donc oui, dans l'ensemble, je suis en partie d'accord un peu avec l'analyse de Dreyas. Mais comme je dis, j'ai répété plusieurs fois, je pense que les matchs de Ligue 1, alors même si, quand tu dis Lille, Lyon peuvent être considérés comme des tests, j'ai du mal vraiment à visualiser ces matchs-là comme de véritables tests. Alors Lyon, je suis d'accord, parce qu'il y a la motivation, et puis Lyon est capable dans les gros matchs de hisser son niveau à un niveau de club européen. Lille, un peu moins, parce que je ne pense pas que Paris voit Lille comme étant un véritable concurrent. Et même, par exemple, Marseille, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que Paris va hausser son niveau pour permettre à ses supporters d'être heureux, mais Marseille, souvent, enfin, surtout les dernières années, arrive plutôt en victime expiatoire et ne nous permet pas véritablement de voir de vrais tests. Donc, attention, Marseille, on les a joués à un moment où ils n'allaient pas, et de cette défaite, ils se sont construits une certitude. Et on les jouerait aujourd'hui, ce serait peut-être différent. Quand on les jouait, ce ne serait pas la même équipe, ce serait pas la même équipe qu'on va jouer au match aller. Ils étaient troisième quand on les joue. Oui, mais il n'y avait pas cette l'engouement. Enfin, je veux dire, au moment où on les joue, souviens-toi, Villas-Boas c'est extrêmement critiqué, c'est simple, ils ont enchaîné extrêmement remis en cause, depuis, extrêmement remis en cause. Et depuis, c'est une équipe qui carbure avec un Payet qui marche sur l'eau. Et Villas-Boas a son tifo. Et Villas-Boas est devenu, alors que Villas-Boas était très remis en cause avant le match contre Paris, et après le match contre Paris, t'avais l'impression que ça tensait pour lui. Et il a su construire à partir de cette défaite quelque chose, une identité. Sur le match de ce week-end, d'ailleurs, ils ne l'ont pas confirmé. Alors, ça explique un peu leur période dépendant. J'étais un peu déçu pour Sanson, mais on n'est pas là pour parler de ce match. Mais ce ne serait pas la même équipe qu'on jouerait à l'heure actuelle. Je dis juste ça. Ouais. Après Lyon, c'est vrai qu'en plus, chaque année, on les joue quasiment dans le dernier test avant la Ligue des Champions. Donc, c'est là où on met l'équipe type avant le match. Et c'est là où ça peut être. L'année dernière, on l'avait eu juste avant United. Et voilà. On a pu voir quelques défauts déjà. Donc, si je résume ce que vous avez dit, Paris semble prêt pour Dortmund, mais pas forcément au-dessus, non? C'est ça, un peu près, Dreyas? Pour moi, Paris n'est pas prêt pour Dortmund. Paris est prêt pour Dortmund grâce à ses individualités, mais il y a un moment où on va rencontrer des vraies équipes où les individualités ne suffiront plus. Lionel? Après, je ne sais pas ce que vaut vraiment Dortmund. Donc, de ce que j'ai vu, je pense que Paris est capable d'éliminer Dortmund. Enfin, est capable d'éliminer une bonne équipe européenne. Mais il est vrai qu'il y a encore des choses à travailler. Mais ce Paris Saint-Germain est assez surprenant. À certains moments, ils sont capables de sortir des matchs, des prestations qu'on n'y attend pas. Et à d'autres moments, montrer des choses, on se dit, mais c'est quoi cette équipe? Donc, prêt, pas prêt, je ne sais pas. Cette équipe est particulière. Et on n'a aucune certitude, que ce soit en positif ou négatif. Donc, dire qu'ils sont prêts ou pas prêts, je ne sais pas. On verra dans 3 semaines. On va passer aux individualités. On va commencer par la défense centrale. Kouassi qui a fait 2 rentrées en défense donc contre Reims
suite à la blessure de Marquinhos et hier suite à la blessure de Silva. On l'avait beaucoup vu au milieu. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée en défense, Lionel? Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Déjà, dans sa faculté à casser des lignes, à jouer tête levée, à bien gérer l'espace. Alors, c'est un joueur qui est extrêmement perfectible, mais il démontre pour moi des capacités, des qualités pour aller très haut et montrer de bonnes choses au haut niveau. Après, il n'a pas non plus été mis en très grande difficulté lors de ses 2 entrées, mais il a su faire le taf. Et avoir un joueur, surtout à cet âge-là, qui, quand il rentre au Paris Saint-Germain, ne dépeint pas par rapport au reste de l'équipe, c'est déjà une très bonne chose. Et, je trouve que c'est un joueur qui, ce serait vraiment dommage de le... Ah, on t'entend plus, Lionel. Oui, j'ai fini. Oui, ah, pardon. Okay. Ce serait dommage, on n'a pas entendu, ce serait dommage de s'en séparer. De le perdre. Ouais. Seb, ton avis sur les 2 rentrées en défense centrale de Kouassi? Est-ce que tu as prévu un point sur le but de Marquinhos contre Reims? Ah non, vas-y. Alors, je vais y aller parce que le but de Marquinhos contre Reims, c'est simple. Je pense que si CR7 met le même but, c'est un but qui fait le tour de la planète. Personne n'a relevé vraiment dans les médias. C'est juste, on a dit un but de la tête, c'était juste ça. Mais il faut vraiment être conscient qu'il est, je sais pas, 1m20, 1m30 au-dessus du sol. Et quand il est à 1m30 au-dessus du sol, il est aussi solide que s'il a les 2 pieds plantés dans le sol. Il met sa tête avec une pugnacité qui est extraordinaire. Et cette tête de Marquis, on n'a pas les émoticônes en vocal, mais 3 petits cœurs, quoi. Tu vois, j'en ai un autre 3 petits cœurs pour tout à l'heure en émoticône, mais la tête de Marquis, je voulais revenir dessus. Par rapport à ce qu'a dit Lionel contre Lille, Kouassi réussit pour moi 2 grosses interventions défensives sur sa rentrée, où il montre qu'il est présent. Pour moi, le problème de Kouassi, en fait, c'est la régularité sur un match. Mais c'est un joueur qui m'a montré que sur 20 minutes, il pouvait être exceptionnel. Après, j'ai trouvé ces 2 entrées en défense convaincantes, mais de la même manière qu'il avait trouvé ses entrées au milieu convaincantes. Ça, le problématique, c'est qu'au milieu, voilà, il a 20 minutes. C'est-à-dire que le travail défensif, il est capable de le faire 90 minutes, mais le travail, c'est sa capacité à percer les lignes, sa capacité à voir l'espace, etc. À l'heure actuelle, à l'âge de ses 17 ans, il est capable de le faire que 20 minutes. Moi, je suis extrêmement satisfait par le joueur. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va signer à Paris. J'espère qu'il va signer à Paris parce que c'est un joueur qui a une vraie valeur. Mais au vu du milieu, si on doit jouer dans un milieu à 2, moi, j'ai plus envie de continuer l'expérience. Alors, on ne parle pas encore de Gay Marco, on va en parler après, je pense. Mais j'ai plus envie de continuer cette expérience. Et si on n'a pas Marquinhos, on a besoin d'avoir un Marco Verratti qui est rassuré par une présence athlétique au milieu pour pouvoir se projeter plus facilement, pour pouvoir offrir des solutions un peu plus devant. Il n'a pas ça avec Gay. Il faut le constater, match après match, c'est quelque chose qui se répète. Et pourtant, Gay, c'est paradoxal. Enfin, je peux pas parler de Kouassi sans parler du milieu. Oui, mais je peux pas parler de quel milieu tu veux. Donc, ok, d'accord. Alors Kouassi, je l'ai trouvé très très bon défensivement, mais il y a d'autres choses à dire dessus. Très bien. 100% de passes réussies, Kouassi dans son entrée, et avec certaines passes qu'on un peu claqué au sol, un peu à la Bonucci là, qui m'ont fait plaisir. Moi, je le préfère vraiment défenseur. Mais je t'assure qu'il fait les mêmes au milieu. Oui, mais il les fait pendant 20 minutes. Il est un peu plus perdu. Mais je pense que quand il est défenseur, parce que là, tu l'as vu sur une fin de match, je pense que s'il fait un match complet, ses passes, il va les claquer. Il va les claquer 20 minutes et il va pas les faire 90 minutes. Ça, c'est très probable. Et tu auras la même problématique que ce que tu vois au milieu. En fait, on a tellement peu de centraux en France qui sont formés dans cette idée d'être vraiment proactifs dans le jeu de passe que je trouverais ça un gâchis justement d'en recycler un de nouveau. Souviens-toi de Kimpembe il y a 3 ans. Oh, mais Kimpembe continue à faire ses passes. On va parler de Kimpembe d'ailleurs. On va parler de Kimpembe tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance hier, Lionel? Même depuis Reims, discuté un petit peu avant, commence à revenir à un bon niveau. Je l'ai trouvé beaucoup plus juste. Il prend moins de risques inutiles. Les qualités qu'il avait, on les voit. Et je trouve qu'en termes de concentration, je le trouve beaucoup mieux que ce qu'on avait vu ces 2 dernières années. Alors après, c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce que dans la durée, ça va tenir? Mais à ce niveau-là, pour moi, Kimpembe redevient un défenseur indispensable du Paris Saint-Germain, de par ses qualités qui sont... c'est le seul défenseur qui a ses qualités dans notre effectif.
Et si en plus de ça, il rajoute la concentration et autres, à ce niveau-là, pour moi, il redevient indispensable. Donc, je l'ai trouvé très bon et j'espère qu'il maintiendra ce niveau sur la longueur. Même avis, Darius? Alors, même avis dans l'ensemble, avec un petit bémol, c'est j'ai trouvé contre le match contre Lille, il y avait un moment où il était un peu en mode show-off. Ce que je veux dire par là, je pensais à une action qui est vers la 60e, où il sort, il fait une bonne intervention défensive, il sort et il ne fait pas attention à ce qui se passe dans son dos. Et il est pris dans son dos et s'est rattrapé par je ne sais plus qui, je ne me souviens plus tout à fait de l'action. C'est Meunier qui revient. Voilà, c'est possible, mais c'est une action qu'un défenseur central de haut niveau, il doit avoir vu ce qui se passe dans son dos avant de monter. Et il y a chez Kim, il y a toujours le danger du kéké mode. Où tout à coup il prend, c'est un joueur qui peut être sublime, à la fois qui est très utile par ses projections balle au pied, qui peut avoir des gestes défensifs d'immense classe. Tout le monde se souvient de son intervention sur Lionel Messi en Ligue des Champions. Mais il y a toujours cette tentation. Alors c'est vrai qu'il l'a moins, mais je l'ai un peu vu contre Lille. Et je suis d'accord avec vous, je mettrais juste ce bémol, qui est le bémol que tu mettais, sauf que moi je le mets déjà contre Lille et il faut vite qu'il se ressaisisse et qu'il gomme ces quelques petites imperfections parce que c'est plus tout à fait un jeune maintenant et il doit avoir la capacité de faire 90 minutes accomplies sans des petites sautes de concentration et tu sens qu'elles sont quand même, mine de rien, toujours un peu là au coin de la rue. Moi j'ai trouvé que c'était le meilleur joueur sur le terrain avec Neymar hier, mais ça. C'est mon avis. Ouais, mais ton avis, on s'en fout. Et il retrouve un niveau qu'il n'avait pas qu'il avait perdu l'année dernière. Ça, c'est vrai. La digération post-Coupe du Monde qui lui a fait mal, il retrouve son niveau d'il y a 2 ans. On va parler de Diallo qui vient d'enchaîner 2 matchs de suite au poste de latéral gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que pour vous c'est une solution crédible pour le PSG, que ce soit en titulaire ou en doublure? Darius? Déjà, on peut constater on va parler du joueur d'abord en tant que tel. On peut constater une vraie progression sur les 2 matchs. Il était bien meilleur contre Lille que contre Reims. C'est juste l'apprentissage du poste, le fait de prendre ses remarques, de prendre ses repères. Et moi, je l'ai trouvé bon contre Lille. La problématique pour moi vient pas du fait d'avoir on a besoin d'avoir 2 latéraux très offensifs si on a 2 milieux qui sont aussi statiques, en fait, tout simplement, parce que c'est juste pour les combinaisons devant, il nous manque un joueur. Mais en soi, l'idée d'avoir un latéral qui est plutôt à profil défensif, même s'il a fait 2 bonnes montées, ça peut être très intéressant si tu as un milieu qui est proactif, un milieu capable de créer, un milieu capable de s'adapter, d'évoluer, dans le sens où ce latéral qui est défensif, il peut tout à fait se recentrer dans les moments où ça s'impose, et tu peux avoir un des centrales, type un Marquinhos, qui va monter au milieu. Et il y a plein de manières d'imaginer les choses pour justement créer le surnombre en ayant ce latéral qui est là, mais avec un milieu aussi statique, ça pose un problème. Donc pour toi, c'est une solution crédible, mais pas avec les joueurs alignés par tour. Exactement. Lionel, ton avis sur les 2 performances de Diallo? Toi qui voulais Diallo à ce poste, qui voulais le voir, qu'est-ce que tu en as pensé? Contre Reims, je n'ai pas été ultra satisfait de sa performance. Je l'ai trouvé très moyen. Contre Lille, je l'ai trouvé bien mieux. Après, je pense que de toute façon, c'est comme pour tous les joueurs. Quand ce n'est pas un poste où ils ont des repères, il faut leur laisser le temps de s'adapter. Et en fait, avec un joueur comme Neymar devant lui, en fait, le latéral gauche a tendance à multiplier les appels et ne pas être servi. Donc, je pense que ça peut devenir embêtant pour un joueur très offensif comme Bernat, par exemple, qui va multiplier les appels sur le côté, ne pas être servi et ensuite... Excuse-moi Lionel, mais tu as une énorme entente, Bernat Neymar. Il y a une énorme entente quand il joue en 4-3-3, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Ceux qui sont passés en 4-4-2, est moins flagrante parce que Mbappé étant plus proche de Neymar, l'entente se reporte plutôt vers ce jeu-là. Et ce qui fait que Bernat est bien moins servi et donc il a tendance à monter, à être moins utilisé et comme défensivement c'est pas ça, à être pris dans son dos et donc on ne voit plus que ses lacunes que vraiment ce qu'il peut apporter. Donc, dans le 4-4-2, je le trouve moins utile à partir du moment où tu as Neymar et Mbappé qui sont beaucoup plus proches l'un de l'autre et qui vont indéniablement se chercher. Et deuxième chose, c'est que le fait d'avoir un joueur comme Diallo qui donc va peut-être monter un peu moins
mais qui a quand même une bonne qualité de passe, donc il est capable de casser des lignes ou autre, et donc de trouver des joueurs comment on dit ça encore, vers l'avant et autres. C'est que ça permet aussi de l'autre côté à Meunier de pouvoir monter et donc à la défense plus ou moins de se retrouver dans une position, on va dire presque de défense à 3, même si c'est pas disposé vraiment avec à 3, mais ça permet aux défenseurs côté droit d'aller couvrir. Mais je suis d'accord avec toi, mais le milieu pose problème dans ce cas-là. Non, mais je suis d'accord. Le milieu qu'on a pose problème, c'est-à-dire que tu dois avoir un milieu qui permet aux offensifs de rester plus devant. Si justement tu as un mec de plus derrière, ton milieu doit permettre aux offensifs de rester plus devant, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, ça pose un problème d'avoir un mec qui reste plus derrière. Je suis d'accord, mais ça solutionne d'autres problèmes. Après, c'est comme dans tout, c'est-à-dire que tu solutionnes un problème, après, il faut solutionner les autres et au fur et à mesure se rapprocher vers ce qui nous permettra de, pas forcément la perfection, ça n'existe pas, mais de se rapprocher de quelque chose qui nous permettra d'avoir un équilibre total. Mais j'aimerais bien jouer au foot quand même. Hein? Non, pardon, excuse-moi, c'était le petit troll gratuit. Je te laisse finir. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça ton 3 quarts? Il a dit j'aimerais bien qu'on joue au foot quand même. Ah oui, ben, on peut jouer au foot, mais moi ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, quand on jouait avec Bernat Meunier, les deux qui sont un peu plus offensifs, ben, je trouve que on le voit assez rapidement. Ils sont tout le temps, enfin, les ballons se mettent dans le dos de ces deux joueurs-là, et on les voit plus, on voit plus les défauts défensifs, parce que offensivement, ben, ils apportent pas beaucoup sur les centres ou quoi que ce soit, et ils sont extrêmement critiqués. J'ai trouvé, par exemple, avec Diallo à gauche, j'ai trouvé que Meunier avait moins ce problème de devoir être, on va dire, de revenir en express, et on avait moins ce problème de devoir compenser sur le côté de Meunier, parce qu'il faut aussi compenser sur le côté gauche. Là, ça gardait un certain équilibre. Après, oui, je suis d'accord, le milieu de terrain, il faut résoudre le problème, mais est-ce qu'on a dans notre effectif une paire qui nous permettra de résoudre ce problème? Je ne suis pas sûr. Et après, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que nos latéraux sont pas assez servis, mais le simple fait de leur présence écarte la défense adverse, qui va offrir des brèches au milieu qu'on a moins une fois qu'ils sont plus là, en fait. Je suis d'accord, mais je suis pas sur ce point-là quand on joue en Ligue 1. Quand on joue en Europe, je suis moins d'accord parce qu'on n'a pas d'équipe qui nous attende comme on le voit en Ligue 1. On n'a pas d'équipe qui accepte de défendre aussi bas, qui accepte d'être dominée comme on le voit en Ligue 1. Alors, on peut tomber sous ce style d'équipe, comme la Juve ou peut-être l'Atlético Madrid, mais il n'y a pas autant d'équipes que ça qui sont prêtes à attendre aussi bas pour nous contre-attaquer ou quoi que ce soit. La plupart des profils d'équipe sont des équipes qui, quand même, aiment presser haut, jouer plus haut, avoir un peu plus de ballon. Moi, justement, dans Lille, lui, ils font ça. Il presse quand même. Un quart d'heure. Mais c'est une équipe qui, après, se regroupe assez bas pour pouvoir donner de l'espace à ses joueurs offensifs. Et quand on va. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de regarder un peu les profils d'équipe qu'on va affronter. Même Dortmund, il n'y a aucune équipe en Ligue 1. Enfin, Dortmund ne va pas. Ils ne vont pas rester à 10 derrière et nous devront une carte. Donc là, il faudra. Ils vont jouer en avançant continuellement. Mais... Ils vont jouer en avançant en continu. Et ça va créer des espaces. Et ces espaces-là, avec Neymar et Mbappé devant, t'as suffisamment, même Di Maria, t'as pas besoin d'avoir le latéral gauche et le latéral droit, ceux qui suivent les actions. Moi, je suis dans un peu le contraire de toi. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, pour moi, avoir des décès en latéral, ça passe. Mais avec d'autres équipes qui ne savent absolument pas défendre surface et ne savent absolument pas défendre en reculant, pour moi, ça amplifie la déstructure d'avoir des décès à ce poste-là. Et pour moi, on est obligé d'avoir des latéraux de métier qui savent avoir ce jeu offensif et jouer avec ballon parce que tu es d'autant plus prévisible et d'autant plus désorganisé dès que tu vas avoir une équipe qui va te presser en jouant en avançant. Et même juste dans la répartition des espaces. Même si tes latéraux, tu ne sais pas les utiliser, ça ouvre la défense adverse, ça l'écarte. Et le fait, là, ils auraient que l'axe à gérer. Et voilà, l'axe et la droite. Mais tu n'as pas l'axe, la droite et la gauche. Alors ça, c'est pas un problème si tu es capable d'apporter un surnombre dans l'axe par le milieu pour créer des trucs. Mais si tu l'amènes pas, ça pose un vrai problème, je pense. Mais on verra bien. De toute façon, Tourelle n'a pas l'air de dire que Diallo est une solution. Il a l'air de dire que c'est vraiment un choix de remplacement. À mon avis, l'effectif qu'il aura à sa disposition au 1er février fera que Diallo sera une véritable solution en tant que latéral gauche.
Une solution remplaçant, mais je pense que Bernat passe avec une longueur d'avance pour être titularisé à Dortmund. Je réalise juste que j'avais oublié d'en dire un truc sur Kouassi. Vas-y. Bah, putain, son premier but, quoi. Bien sûr. Son premier but contre Reims et cette séquence hallucinante de alors Kouassi déjà qui y va avec le point rageur et derrière t'as toute l'équipe qui arrive, il se prend je sais pas une dizaine de claques, mais des bonnes claques dans la tronche. Et à l'arrivée, il est un peu sonné, un peu heureux avec un grand sourire, un grand smile et la séquence elle est superbe avant. On va parler maintenant de Meunier, donc qui vient d'enchaîner les 2 matchs contre Reims et Lille. Est-ce que par défaut, on va dire, est-ce que pour vous il a tué la concurrence, Lionel? Je ne sais pas s'il a tué la concurrence. Alors, en termes de qualité, je pense que c'est le meilleur latéral droit de métier de l'équipe. Après, le souci, c'est est-ce que c'est le profil que préfère Tuchel? C'est ça la question. C'est que autant, toi, quand on parle du couloir gauche où tu me dis Bernat, soit je pense que Bernat est un joueur que Tuchel apprécie. Mais je n'ai pas véritablement cette impression. Donc, si Kerrer revient à un bon niveau, je ne suis pas sûr qu'il ait tué la concurrence. Est-ce que Kerrer peut revenir pour Dortmund en ayant aussi peu joué ça, je suis d'accord que peut-être pas pour le match aller. Après, il faudra voir le match retour et au niveau des résultats et quoi que ce soit. Après, moi, au contraste, je m'en souviens moyennement, mais je n'ai pas l'impression, je n'ai pas souvenir qu'il fasse un super match. Contre Lille, j'ai trouvé correct, j'ai pas trouvé mauvais, j'ai pas trouvé qu'il avait été. Il fait une très bonne première mi-temps. Il fait 2 matchs corrects pour moi. Il fait une très bonne première mi-temps. Pas extraordinaire, mais il est au niveau. Il fait une très bonne première mi-temps contre Lille. Il est décevant en 2 secondes, mais il fait une très bonne première quand même. Il propose énormément sur son aile, il est bon sur toutes ses interventions défensives. Il a 3 centres et les 3 centres sont très différents et très judicieux. Alors il y en a un qui est complètement raté, mais il fait une très très bonne première mi-temps, hein, je trouve, contre Lille, quand même. Oui, non, mais je sais, il a fait un bon match, un match correct. Donc pour toi, du coup, pour moi, vu ce qui se passe vu ce qui se passe, non, il a clairement pas tué la concurrence. Il a pas ce truc qui fait qu'on se dit ça y est, on a trouvé la solution. Il y a toujours, mine de rien, Meunier m'inquiétait beaucoup pendant les 6 premiers mois. J'avais l'impression qu'on avait complètement perdu. Plus 3 mois, parce que peut-être, mais dans ma perception et avec ma mémoire, pendant les 6 premiers mois. On y est dans les 6 premiers mois. Tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve notamment depuis 2 matchs qu'il est très bon. Là, j'aurais juste envie de dire qu'il est un peu moins bon en seconde. La concurrence, elle est un peu loin parce qu'il s'impose pas encore comme un titulaire en puissance où c'est un. Non, mais c'est par défaut. Tout à coup, il est arrivé. Mais oui, il est très loin devant les autres et je trouve que ces errements défensifs qui lui sont tant reprochés sur ces 2 matchs, il a fait taire quelques bouches là-dessus. Et oui, il est dans la variation des centres, dans sa capacité à proposer des courses. Après, peut-être que Lionel a raison, peut-être que le fait de jouer avec Diallo le libère encore plus. Et c'est ce qui se passe depuis 2 matchs. Et mine de rien, c'est vrai qu'il sort 2 bons matchs. Et il était juste un peu décevant en deuxième. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Meunier. Parce que pour moi, il a fait le job et il a été bon. Voilà. On va passer au joueur du milieu. Donc il y a Marquinhos qui s'est blessé. Donc s'il venait à être absent, la paire Marquinhos-Verratti ne serait pas celle-là. Donc on a 2 joueurs qui ont joué. Tu as Paredes qui a joué à côté de Verratti à Reims et Gay hier. Est-ce que les 2 vous ont convaincu à côté de Marco? Est-ce que pour vous, ils sont compatibles Verratti ou il faut un autre milieu, Dreyas? Pour moi, les 2 ont... roulement de tambour, pas convaincu. Les 2 sont 0 à la poubelle, à jeter. On a un Marco Verratti qui surnage tout en jouant mal, à mes yeux. Pourquoi il joue mal? Parce que alors quand c'est pour des problématiques complètement différentes, c'est quand il est avec Paredes, ils ont tendance à vouloir occuper la même zone, ils ont tendance à vouloir tenir le même rôle, ils se marchent un peu sur la patte, ils savent pas se positionner l'un par rapport à l'autre. Et quand il joue avec Gay, on sent qu'il en fait plein. Et tiens, j'en profite pour mettre mon deuxième 3 petits smileys. Les fautes de Marco Verratti, on pourrait faire un best-of qui pourrait nourrir les annales du football. Tellement elles sont extraordinaires, entre le baissage de maillot, entre le t'es passé, je t'attrape avec les bras, ou etc. Il y a une poésie dans les fautes de Marco Verratti et rien que pour ça, il mériterait une statue.
Mais voilà, ce Marco Verratti a besoin, je pense, ou j'espère, parce que peut-être qu'il ne le fera pas, a besoin d'être assuré par une présence défensive un peu plus cohérente et un peu plus imposante que celle de Gay. Gay, encore une fois, sur ce match, pour moi, il a fait un bon match par rapport à son niveau individuel, mais c'est complètement insuffisant par rapport à ce qu'on peut attendre d'un niveau, et par rapport à ce qu'on peut attendre d'un milieu. Et c'est toute la problématique de ce milieu, c'est-à-dire qu'on a recruté un mec qui, quand il est très bon, est complètement insuffisant. Alors peut-être qu'il reste à revenir au milieu en 4-3-3 où Gay avait soi-disant apporté satisfaction. Alors j'exagère quand je dis ça contre le Real parce qu'il a vraiment apporté satisfaction contre le Real, mais c'est un match qu'il a jamais vraiment réédité. Pour moi, c'est un joueur qui a énormément de problèmes de placement. Je ne parle pas de ses qualités défensives, je parle de sa capacité à se placer sur le terrain, à savoir où aller, quand y aller. C'est l'opposé d'un joueur comme Herrera qui a des délicatesses techniques, mais qui lui est toujours bien placé, qui sait compenser les montées des autres, qui sait monter quand l'autre reste derrière. Et ce milieu-là, il est juste pas viable, il marche pas. Moi, j'en suis au point, si Marquinhos n'est pas disponible, on met Kouassi au milieu. Kouassi m'a montré qu'il pouvait être bon au moins 20 minutes. Et ben, je prends 20 minutes tous les jours contre 90 minutes de Gay. C'est juste, ce milieu est nul et non avenu. Il n'est pas capable de se positionner, il n'est pas capable de créer le lien, de créer la transition. Ils n'ont pas l'intelligence de jouer l'un avec l'autre. Il n'y a pas cette connivence que tu peux attendre chez des joueurs qui ont ce niveau. Et il est infiniment décevant, ce milieu. Et les deux milieux qu'on a vus, c'est deux no-go, quoi. Et on aimerait, enfin, ou en tout cas, j'aimerais voir des tests. J'aimerais voir Marquinhos, pas Marquinhos, Marco mis un petit peu en danger par Paredes, pas forcément sur les matchs importants, mais qu'on teste justement un Paredes Marquis. Alors, Marquis n'est pas disponible, Paredes Kouassi, qu'on teste des Marco Marquis, des Marco Kouassi. Mais pour moi, si on joue en milieu à deux, Gay, c'est un no-go. On a un remplaçant naturel à Marco qui est Paredes, on a un remplaçant naturel à Marquis qui est Kouassi. Manque de peau, c'est la qualité de notre effectif. Quand je pense à un milieu à deux, j'utilise deux des défenseurs centraux de l'effectif, mais c'est comme ça. Parce qu'on a besoin de libérer les joueurs qui ont une capacité offensive, on a besoin de joueurs qui sont capables d'imprimer le rythme avec leurs pieds, avec le simple fait d'être capable de faire les trois pas devant pour aller gagner de la distance. Et ça, avec Gay, tu l'as, oui, en fin de match, c'est bon, il a fait deux percées à 60 minutes, une fois que Lille est fatigué, et c'est pareil, on peut revenir sur son match contre le Real. On peut reparler du Real avec cette défense qui est restée à 60 mètres du milieu, avec cette espèce d'immense no man's land. Et effectivement, c'était facile de s'inventer dans ce cas-là. Mais ça ne sera pas le cas en quart, ce ne sera pas le cas en huitième, ça ne sera pas le cas en huitième, en quart et après. Et pour moi, Gay n'est vraiment pas une réponse dans un milieu à deux. Il faut arrêter. Lionel, ton avis? Le truc, c'est que moi, je ne suis pas fan non plus de Verratti dans un milieu à 2. Donc, à partir de là, le problème, c'est que pour moi, je trouve que c'est un joueur qui est fait pour un milieu à 3. Dans un milieu à 2, il a du mal à défendre. On le voit, dès la 60e minute de jeu, ça commence à devenir une tondeuse à gazon. Donc, pour moi, il faut utiliser... Là, Lionel, tondeuse à gazon. Quoi? Tu l'avais préparé, celle-là, tondeuse à gazon. Non, mais c'est pour ça que j'avais appelé la dernière fois les frères tondeuses, lui et Paredes. Donc, c'est un joueur qui est génial, Verratti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as Verratti et Neymar. Et dans quel que soit le système, enfin, soit tu choisis un système à 3 et donc tu favorises, pour moi, la mise en avant de Verratti. Et je pense que tu ne peux pas construire une équipe autour de Verratti. Ou aujourd'hui, tu fais ce qu'on voit avec le système actuel où c'est Neymar qui est mis en avant. Mais dans ce cas-là, je trouve qu'on ne met pas en avant toutes les qualités d'un joueur comme Verratti. Et je ne suis pas sûr que même avec un joueur beaucoup plus physique devant lui, et surtout quand on voit les autres joueurs qui accompagnent cette équipe, qu'il nous permettra qu'on verra un joueur qui sera capable d'avoir ce niveau et cet impact sur 90 minutes. Parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais 70 minutes, c'est pas suffisant. Surtout à ce niveau-là. On ne peut pas être aussi dépendant d'un joueur avec une telle qualité et qu'on ne peut pas compter sur lui sur tout un match complet. Si tu vois ça... sur Verratti, sur ce podcast, au moins tous les trois, on sera d'accord. Mais oui, non, on est tous d'accord sur Verratti. Mais Gay, t'es convaincu alors?
Mais je suis pas, en fait, comme je, de toute façon, je l'avais dit dès le départ, c'est pas une histoire d'être convaincu ou pas convaincu. Je connaissais les qualités de Gay, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de presser rapidement, de récupérer les ballons, de mettre des coups, quoi que ce soit. Et je suis entièrement d'accord avec toi que dans le milieu à deux, Gay et Verratti, c'est clair et net que ça fonctionne pas, surtout avec les profils de joueurs qu'on a. Non, mais tu le verrais avec qui, Gay, dans ce cas-là, si tu ne le vois pas avec Marco? Ben, écoute, quand ils sont passés, c'est pas que je le vois pas avec Marco, je le vois pas avec Marco dans un milieu. Hypothétique, tu oublies l'effectif du Paris Saint-Germain. Quel milieu à deux tu construirais avec Gay et un autre joueur pour être armé en Ligue des Champions? Ben, je trouve qu'on n'a pas mis. Enfin, déjà, notre. Non, mais justement, on sort du Paris Saint-Germain. Quel milieu t'associerais à Gay pour être bon en Ligue des Champions? Tu peux citer un joueur hors PSG. Tu peux citer le joueur que tu veux. Ouais. À quel joueur tu mettrais Gay pour être bon en Ligue des Champions dans un système en 4-4-2, enfin en tout cas 4-4-2, peu importe, 4-2-3-1, ce que tu veux, mais dans un système avec un milieu à deux? Un Pogba, un profil de ce genre-là, un joueur vraiment box-to-box, avec aussi des qualités physiques et qui est capable de défendre aussi. Ouais, remplacer son petit Kanté par Gay, c'est mignon. Ouais, à la limite, oui. Non, mais oui, à la limite, oui. À la limite, oui, ça c'est ce qui irait le mieux. Mais t'es d'accord que Gay, en soi, il offre pas de garantie, en fait. Parce que c'est vrai qu'il est capable de vite défendre sur l'âme, c'est vrai qu'il est vite capable. Mais par contre, sa science du placement, elle est catastrophique. Qu'il soit en 4-3-3 ou qu'il soit en 4-4-2, le joueur se place mal. Après, j'ai trouvé que quand il est incapable d'être bon là. Je finis juste, Lionel. Je te coupe la pause, tu le fais bien aussi. Quand Herrera est rentré, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus intéressant dans le jeu. On va revenir sur le possible passage de 4-3-3 tout à l'heure. Ouais. Mais justement, en 4-4-2, c'est un joueur qui a des vrais problèmes de placement, qui n'est pas capable de se placer par rapport à l'autre milieu, qui n'est pas capable de savoir quel est vraiment son rôle, est-ce que je suis vraiment défensif, tu vois, on n'est pas en train de se dire, ok, Gay, c'est bon, c'est la base défensive, et à partir de là, l'autre peut être libéré. On n'est pas en train de se dire ça. On ne sait pas où il est, en fait, sur le terrain quand il est en 4-4-2. Et c'est quelque chose qui était notable, dans le sens où moi, contre Lille, je l'ai trouvé bon, dans le sens où je le critiquais beaucoup sur les matchs précédents en disant « Ah, à la 60e minute, il devient bon, mais ça suffit pas d'être bon à la 60e. » Là, il était bon comme à la 60e dès la première minute, mais la vérité, c'est que ça suffit même pas. C'est-à-dire que t'arrives pas à savoir qui il est sur le terrain. C'est juste le mec qui va récupérer des ballons, qui, une fois qu'il y a un peu d'espace, que l'adversaire est fatigué, qui va te faire 3 montées vers l'avant. Et sinon, c'est juste un mec qui... C'est vrai qu'il a des bonnes interventions défensives, mais dans le cadre d'un placement qui est désastreux. Et ça pose un vrai problème en 4-4-2. D'un placement global du milieu. Oui, il n'est pas capable de situer, de s'adapter. Il n'a pas cette intelligence. Ça vaut pour Verratti si aussi par rapport à tu mixes Herrera et Gay, ouais, t'as un bon joueur. Mais Gay tout seul, je suis vraiment pas convaincu maintenant. Du coup, Lionel, toi, si Marquinhos est absent, tu fais quel milieu? Tu repasses à 3, tu restes à 2, tu fais quoi à Dortmund? Moi, je pense que je repasse à 3. Et je sacrifie soit Icardi, soit... Non. Et tu mets un milieu à 3 avec qui, du coup? On n'a pas non plus 10 000 choix, hein, donc il n'y en a que 3 qui seraient disponibles. Ce serait... tu peux mettre des Draxler ou des Sarabia au milieu. Moi, je mettrais Aouchiche. Toi, tu mets Herrera, du coup, je suppose. Je trouve que Herrera, c'est celui qui a, dans ce rôle-là, où on est sûr qu'il sera neutre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne va pas... On sait que la prestation sera à minima moyenne. Si c'est pour aller mettre Draxler et qu'il nous fasse... on peut avoir le bon Draxler comme on peut avoir le Draxler des mauvais jours. À ce niveau-là, il vaut mieux avoir un joueur où on sait que sa prestation sera au minimum 5 que d'aller prendre le risque d'aller mettre un joueur qui peut nous faire un gros match comme qui peut nous faire... Après, tu as le mec Sarabia. Sarabia pourrait avoir ce côté toujours fiable aussi. Je suis d'accord. Il n'a pas le niveau. On l'a pas vu parce qu'à Séville, son meilleur poste, c'était 8. C'était 8, son meilleur poste. Le problème, c'est qu'on l'a jamais essayé à ce poste-là et c'est pas le moment non plus d'aller faire un test aujourd'hui. Moi, je trouve que... Alors, c'est vrai, je suis d'accord que ce ne sera pas le milieu de terrain le plus beau à avoir joué, ça ne va pas se projeter ou quoi que ce soit, mais Herrera, lui, il le fait un peu plus. On l'a vu quand il a entré contre lui, il est capable de le faire. Après, c'est un joueur qui est moyen partout, mais qui est fiable. Et,
Attention Lionel, c'est que si tu te retrouves contre une équipe qui est cohérente et que tu te retrouves avec Neymar qui est obligé de redescendre en 8, tu vas avoir des gros problèmes. Parce que si tu n'as pas de mecs qui sont capables d'amener... Moi, ça me dérange pas. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, ça me dérange pas d'avoir Neymar dans cette position de 8, à partir du moment où on l'assume totalement. Et c'est ça que quand je disais que j'étais prêt à avoir une équipe qui jouait pas, c'est-à-dire que si tu as Neymar qui se retrouve en 8... si tu mets un milieu à 3 avec Neymar en 8 directement... Hein. Et puis si toi, je veux dire, si c'est Neymar qui redescend, tu te retrouves avec combien d'offensifs à chaque fois? 2. Tu vois, c'est le problème, quoi. Oui, mais si Neymar se retrouve en position de 8, par exemple à Dortmund avec une équipe qui joue haute, moi je suis persuadé que ça va libérer des espaces, et un Mbappé, un Neymar, quand tu as des joueurs de cette qualité, ils sont capables de pouvoir faire un ou deux exploits. Après, ouais, mais ça changera du système. Là, tu t'en arrives à te remettre aux individualités qui sont exceptionnelles, mais en soi, en termes de football, on n'est pas capable de proposer une équipe qui va permettre de marquer plus de buts. Ça, je te rejoins, mais moi, je pense à partir d'un certain niveau, à certains moments, tu peux des fois te dire je me repose sur l'individualité. Il y a une équipe qui te donne tort, c'est Liverpool pour le coup. Oui, il y a une équipe qui me donne tort, c'est Liverpool. Il y a des équipes qui vont me donner raison, mais je pense qu'à certains moments, dans certaines situations... Raison, c'est le Real. Quoi? Qui va te donner raison, c'est le Real. Le Real ou l'équipe de France, ou quoi que ce soit. Tu peux, dans ce cas-là, quand tu as deux joueurs d'un tel niveau, deux joueurs exceptionnels comme ça, tu peux te dire, je construis une équipe qui va se battre, on va dire, qui vont mettre le cul par terre. C'est le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe comme ça, mais tu construis une équipe ultra défensive ou quoi que ce soit, tu attends, et puis tu libères l'espace pour un Neymar, Mbappé, et avec soit un Di Maria ou un Icardi en fonction de ce que tu attends des deux autres, quoi. Andreas, donc tu dis qu'il n'y a pas de milieu à deux, enfin tu nous as parlé de Kwasi Verratti en solution, mais est-ce que pour toi, vu ces duos qui ne marchent pas, un 4-3-3 peut de nouveau être compatible ou non? Ouais, je mets Aouchiche en 8. Aouchiche, mais oui, mais parce que j'en suis, oui, c'est vrai que ça fait un peu solution désespérée, et puis surtout, ça serait complètement incohérent de le mettre... t'arrêtes de poster sur Culture un petit peu. C'est juste, oui, on a un milieu qui est désespérant au niveau jeu avec ballon. Et donc, on a un milieu qui a des vrais problèmes de transition offensive. Donc, j'ai aucun problème à passer en 4-3-3 si c'est pas pour dépeupler le fait qu'on a enlevé en offensif. Et déjà, on a enlevé un offensif. Si c'est pour que Neymar revienne en offensif, j'ai envie d'avoir un offensif qui est capable de porter d'avoir un milieu qui est capable de porter le ballon devant. Et je tenterai un 4-3-3 en le travaillant avant. Hein. On a quelques matchs pour le travailler. Je tenterai un 4-3-3, Aouchiche, Marco, et en sentinelle, si Marquis n'est pas là, je tenterai Gay pour le voir en sentinelle. Et j'aimerais bien voir Gay en sentinelle. Tu retentes des trucs qui n'ont jamais été vus. Il y a quelques matchs avant. Non, mais en toi, quelle solution tu proposerais, toi, avec ce qu'il y a là? Tu es sur ton fantasme avec Sarabia, mais Sarabia, on l'a jamais vu. Moi, je ne le refais pas, ça. Moi, je reste dans un 4-4-2 maintenant. C'est trop tard, on n'a rien testé. Je suis d'accord. Dans ce cas, si tu restes en 4-4-2 et qu'il n'y a pas Marquinhos, pour moi, il y a Kouassi qui est le remplaçant naturel de Marquinhos. Et il n'y a pas 36 choix, oui. Pour moi, si tu mets Kouassi et Aouchiche, autant leur donner une corde et trouver un endroit. Non, mais j'exagère sur Aouchiche. On est d'accord, mais si tu veux, c'est soit on reste en 4-4-2, et dans ce cas-là, moi, je ne vois pas d'autres joueurs capables de remplacer Marquinhos que Kouassi. Et pour moi, Marco Verratti, qui est, mine de rien, notre meilleur joueur au milieu, donc on a besoin de le mettre sur le terrain, et c'est comme ça, il a besoin d'avoir une répartition des rôles qui est claire. Ok, c'est pas moi le défensif et tout, et tu lui mets un mec qui est défensif, qui est costaud à côté, pour le libérer un petit peu. Si tu passes en 4-3-3, si c'est pour retrouver des solutions où on se retrouve avec un offensif qui redescend au milieu pour se retrouver avec que deux attaquants, alors après, oui, encore une fois, on peut jouer la carte du FC Neymar avec Neymar qui remonte la balle tout seul en mode Olivier Tom, mais on doit pouvoir proposer mieux. Et puis, pour aller loin en Ligue des Champions, on n'a pas le choix, on doit proposer mieux, parce que tout Neymar qu'il est, quand il est tout seul et qu'il se bat contre une équipe, il n'y arrivera pas. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on a tous donné une solution de milieu à 3, mais qui n'a jamais été testée. Donc on arrive quand même avant Dortmund, plus de la moitié de la mi-saison, sans aucune garantie au milieu, et à vouloir tester chacun des trucs qui n'ont jamais été testés. Il y a un petit problème. Non, mais bien sûr, mais ça c'est... Bref. Bon, on verra le milieu aligné. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Ce sera Marquinhos Verratti. Et si Marquinhos est absent, ce sera Gay Verratti. De toute façon, je pense que... Est-ce que je peux ouvrir un débat que, a priori, tu n'as pas ouvert dans tes questions? Sur le 4-3-3, si je viens de te relancer. Sur Navas.
Navas? Ah, sur Navas, mais il n'y a pas de débat avec les joueurs actuels. Si, pour moi, il y a un. Que Non, il Medrico? n'y a pas un, il y a pas un débat encore, mais il y a un jour, le débat va se poser, et ça peut être pas mal de le poser avant. C'est Navas a un jeu au pied qui est calamiteux. Il a fait une bonne passe, il a fait une bonne passe hier, c'était à la main, elle est de 35 mètres. Sinon, toutes ses relances au pied, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, elles étaient pour l'adversaire en fait. Il est exceptionnel sur sa ligne. Mais il y a peut-être un moment, il va falloir nommer la problématique qui est le jeu au pied de Navas. Après, c'est pas notre point principal. Non, c'est pas le principal, mais Mais c'est sûr que si un Pep Guardiola qui arrivait au club, sait-on jamais, rêvons, enfin pas pour toi, mais pour moi, c'est sûr qu'il se poserait la question. Lionel, le jeu au pied de Navas, on le savait. Oui, après, tu sais, moi, je suis un adepte du. Enfin, on a voulu tellement modifier tous les joueurs, il faut être complet dans ci, complet dans ça. Si tu veux, il y a Areola qui est meilleur au pied, on le reprend, et puis on verra. non, là, il Voilà, est nul au pied. pied. Il est nul au pied. Il est meilleur que Navas, je suis d'accord. Il est nul au pied. Oui, il est Navas, meilleur au je suis pied que d'accord avec Navas. toi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que enfin, j'entends ce que tu dis, hein, je vais juste un peu, je fais un peu comme toi, je vais dans la provoque. Tu as raison. Je veux dire que voilà, aujourd'hui on a de la chance. Enfin, ne cherchons pas un débat où on n'a pas. Il nous fait tellement de bien. Contentons-nous Je de ce suis qu'on a. d'accord avec toi, mais il faut quand même se poser la question parce que si un jour tu joues mieux en équipe, Oui, avoir un goal, oui, mais c'est une question qui peut être Bien posée. sûr, bien sûr. Avoir un goal qui est capable d'avoir, pas forcément d'être bon au pied, mais d'avoir un minimum au niveau des relances, ne serait-ce que les relances courtes à 20 mètres, parce que 20 moi, mètres c'est court pour un goal. Mais Avec Navas, tu les as vraiment pas. la question Et ça se pourrait pose, changer. la question se pose, mais c'est vraiment dans la priorité. Il est... je te pose une question, Brias. Ouais, vas-y. Pass nous fait gagner 3 Ligues des Champions comme il a fait gagner avec le Real. Est-ce que tu te poses toujours la question? Je pense pour te répondre sincèrement qu'on sera incapable de jouer comme le Real. Ah, quoique, il y a des vraies similitudes, tu Non, as on n'a pas les raison. mêmes latéraux et pas le même milieu. Oui, mais tu as des vraies similitudes dans le sens Neymar, Cristiano côté foot Ronaldo, basique, joueur etc. Mais je pense qu'on a moins de certitude dans le jeu. Ah oui, ça c'est On sûr. avait le Real à l'époque. C'est sûr. Et oui, bien sûr, si on gagne 3 Ligues des Champions, c'est très bien. Mais on n'en a toujours pas gagné une avec Paris. Mais je ne sais pas, c'est que pour moi, je pense que quand je vois notre effectif, sincèrement, le débat Navas, j'ai même pas envie de le lancer. Je trouve qu'on a tellement d'autres choses. Je comprends, mais peut-être un jour il faudra le lancer. Et ça À mon avis, c'est un joueur qui est né il est né en 85 ou 84, je ne sais plus. Enfin, c'est un joueur qui a 33, 34 ans. Le temps qu'on se retrouve avec un effectif qui ressemble vraiment à une équipe capable de gagner avec des champions, il aura peut-être déjà pris sa retraite ou sera possible. Ras nous a tenté un podcast 2022. Voilà, je me suis emballé. Mais dans 2 ans, on le ressortira. Et j'ai été puni sans vergogne parce que. Du coup, Neymar, on va te parler. Neymar, je t'ai appelé Neymar, putain, quelle honte. Putain. Drayas, recentrons-nous sur 2020 et non pas le futur. Est-ce que Neymar est dans sa meilleure forme sous le maillot du PSG en ce moment? Il n'est pas encore. Enfin, il a mûri, il a changé par rapport à ses grandes années barcelonaises. Il y a eu une année l'année dernière qui a été une année cataclysmique pour lui, entre des blessures, la Copa, elle est critiquée dans son pays comme jamais il a été critiqué. Le procès avec la nana qui a voulu extorquer de l'argent, etc., etc. Tous les gifs qui sont tournés à son hommage. Il a eu une année. Son départ d'été. Et j'ai l'impression qu'il s'est densifié par rapport à ses années barcelonaises. Mais je pense qu'il peut aller encore plus loin parce que footballistiquement, il allait encore plus loin dans ses années barcelonaises. Mais on a un grand Neymar, on a un mec qui est capable de faire des passes, qui a l'intelligence, qui d'ailleurs, j'ai aimé son intelligence par rapport à son attitude vis-à-vis de Mbappé. Mbappé qui s'agaçait des fois de ne pas recevoir la balle et Neymar, savoir lui passer la balle, savoir ne pas lui passer la balle, savoir le titiller pour. Enfin, il avait un comportement de grand frère vis-à-vis de Mbappé dans le match contre Lille que j'ai trouvé très cohérent et c'est un joueur qui est un joueur fabuleux. C'est un esthète du ballon qui est capable de trouver des passes à la Javier Pastore sans être Javier, malheureusement pour lui, mais qui est capable de marquer des buts comme Javier Pastore ne pourrait pas en marquer.
Le but qu'il met contre Lille, Javier ne le met pas. Et il peut aller encore plus loin, mais je trouve il s'est densifié en fait. C'est-à-dire il est plus à même d'accepter les critiques, il est plus à même d'accepter les remises en cause, il est plus à même d'accepter d'être trollé, d'être tensé. Et c'est un des trucs que je ressortais, c'est à la fois l'équipe au niveau mental. Je pense qu'elle n'a plus la capacité à vivre ce qu'elle a vécu à Manchester United au match retour. C'est quelque chose de positif, c'est pas une capacité que tu as perdue, c'est une capacité que tu as gagnée. Mais je pense qu'avec Neymar, on a un joueur qui est capable de complètement faire péter un câble à l'adversaire. Et à partir du moment où lui se fait plus embarquer dedans, ce qui semble être le cas, c'est formidable. Tu as un Mota attaquant, quoi. Ça, génial. Lionel, ton avis sur le Neymar actuel? Ouais. Moi, je pense que c'est le meilleur Neymar qu'on ait pu voir. Alors, footballistiquement, je suis d'accord qu'il fait des choses peut-être plus. Enfin, c'était plus joli à voir quand tu es au Barça ou quoi que ce soit, mais déjà, en termes de musculature, il a pris un peu plus de muscles, donc il est peut-être moins agile ou quoi que ce soit. Mais on n'a jamais eu un Neymar aussi leader. Et, euh, et je trouve, comme tu as dit, c'est vrai, je l'ai constaté pendant le match, où on a tendance à dire oui, il se cherche tout le temps avec Mbappé. Il y a eu pas mal d'attaques où il n'a pas hésité quand même à aller chercher un autre joueur pour montrer à l'équipe que voilà, aujourd'hui c'est le patron et qu'il n'est pas là juste pour s'amuser avec Mbappé sur le terrain, il est là pour permettre à tout le monde de hausser son niveau et d'aller chercher quelque chose ensemble. Et je pense que si l'équipe, on arrive à trouver quelque chose pour vraiment construire quelque chose autour de lui cette année, il peut nous emmener loin parce il a ce. Ah, tu peux pas être opposé que sur un individu quand tu veux jouer au foot. Mais je suis d'accord avec toi, mais il y a un moment, il faut. Individu, mais comment t'expliquer? C'est-à-dire que ça, je vais prendre, alors, je vais faire une analogie. Alors, il n'a pas le niveau, enfin, peut-être qu'il a le niveau, mais je ne sais pas pour comparer avec ces joueurs-là. Mais quand tu prends, par exemple, Maradona avec Naples ou avec l'Argentine, ou même le Zidane qui revient en 2006 son équipe de France a un jeu un peu particulier, quoi que ce soit, il me fait penser un peu, alors toute proportion gardée, mais il me fait penser un peu à ça où le fait, quand il est là, il est capable d'emmener avec lui le groupe. Il est capable de montrer au groupe, voilà, moi je fais les efforts, moi je fais ci, moi je fais ça. Si vous me suivez, on ira ensemble. Si on ira ensemble, on va réussir. Et par exemple, je prends quelqu'un comme Messi, qui est pour moi le meilleur joueur individuellement au monde. Je trouve qu'il n'a pas cette capacité. J'ai pas l'impression qu'on a envie de suivre Messi comme aujourd'hui Neymar est en train de prendre ses responsabilités de dire aux autres, suivez-moi. Avec toi. Il a un vrai charisme dans sa personnalité. C'est-à-dire que le mec, on ne sait pas si on doit l'aimer ou si on doit le détester. Il est vraiment à part, en fait. Et en fait, je me dis que si le groupe autour de lui prend conscience de cela, c'est-à-dire que voilà, on a un joueur il va faire en sorte de mettre tout le monde en valeur. Il va se mettre aussi en valeur parce il en a besoin, lui, pour sa confiance. Mais tu vois, il y a des joueurs, il y a des moments où je le trouvais plus ou moins égoïste dans sa façon de jouer ou quoi que ce soit. Là, je trouve il dégage une forme enfin, il dégage quelque chose où on sent que il va prendre ses responsabilités quand il faut le faire, quand on l'a vu, et il met les deux buts, mais il va savoir être altruiste, il va savoir faire les efforts, je trouve que là, il prend une dimension en dehors du jeu que je n'avais pas encore vu. Je n'avais pas encore, j'ai jamais vu un Neymar comme on le voit à l'heure actuelle. Et c'est pas uniquement footballistiquement parlant. Après je vais donner un bémol. C'est contre Reims. Tout le monde lui a donné une très bonne note, mais je l'ai trouvé très décevant. Mais ça peut s'expliquer par la qualité de la pelouse, ou c'est tout bête, mais parce que si on compte contre Reims, où tout le monde lui a donné les 5 stars et plus, je pense que c'est le match où il a tenté le moins de dribbles. Et il en a réussi très peu, mais parce qu'il en a tenté très peu, alors que sur un match comme hier, il doit être à 10 dribbles. Et c'est pas le match où il en a fait plus. Il y a des matchs où il est à 20 dribbles dans le match. Mais ça peut s'expliquer par l'état de la pelouse. Donc c'est le seul bémol que je mets sur les deux derniers matchs sur Neymar. Et je pense que le bémol s'explique par l'état de la pelouse. Mais après, je pense que c'est pas ça seulement. Je pense aussi qu'il commence à comprendre qu'il y a des moments où il peut prendre des risques parce que je pense qu'il commence enfin à écouter son corps.
Et c'est tout. Moi, je pense que c'est une. On espère que son corps va le laisser tranquille, justement. J'espère, mais comme je dis pas, c'est que je pense qu'à une époque, Frotter les doigts. quand il a commencé à prendre, même à Reims, où il a commencé à prendre des coups, quoi que ce soit, il serait vraiment entré dans la provoque, quitte à en prendre d'autres, quitte à se mettre en difficulté. Et un peu comme avait expliqué Thiago Motta, il y a des moments où tu peux dribbler, il y en a d'autres, il faut comprendre qu'il ne faut pas tout le temps le faire. Et je pense qu'il est en train d'en prendre conscience, j'espère. Et je pense que si le groupe autour de lui se rend compte, vraiment, prend conscience que voilà, ils ont un phénomène qui, en plus de ça, est en train d'arriver à un niveau footballistiquement, mais en termes de maturité ou autre, qui va pouvoir leur donner, si eux, derrière, ils se donnent à 100%, ça peut faire des choses bien. Et pour revenir au milieu de terrain, juste pour revenir un petit peu en arrière au débat, alors, je vais parler un peu de Paredes. Je trouve que Paredes apporte un petit peu apporte le vice qu'on n'a pas du tout dans cette équipe. Et c'est dommage qu'il ait un niveau. Neymar a le vice. Hein. Oui, mais c'est pas son rôle. Oui, mais lui, il a le vice. Oui, mais pour moi, quand je parle de vice, c'est le petit vice un peu à la Bombomel, le petit vice qu'avait Thiago Motta, le joueur qui. De la petite salope, quoi. Voilà, le joueur qui, quand tu vas donner un coup à Di Maria et que tu passes tranquillement, il va te le remettre. Ouais, des joueurs comme Pepe, comme Ramos. Exactement. Je trouve que quand tu vois Marquinhos, par exemple, il est trop gentil. Trop gentil, c'est pas possible. Nos quatre sont tous trop gentils. Les Silva, les Di Maria, les Verratti, les Marquinhos. Il nous manque, et je trouve que c'est dommage qu'ils ne soient pas indispensables à l'équipe, mais je trouve que Paredes, lui, il a ce côté-là, ce petit côté où quand ça va chauffer, tu sais qu'il est là. Quand un joueur va commencer à mettre 2-3 coups à nos offensifs, ben, il va savoir répondre. De toute façon, a priori, ce ne sera pas un choix de Tourelle. Donc, Oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage quand on n'est pas à ce jour-là à un niveau. Ah oui, avec un niveau de vrai titulaire indiscutable. Exactement. C'est sûr que c'est un manque, le manque de leadership. On en parle de personnalité, on en parle depuis plusieurs années. C'est sûr que ça ferait du bien. Un petit mot sur Mbappé, là, qui a passé 2 matchs, on va dire, où il se frustre. Est-ce qu'il ne vous énerve pas quand il est dans ce rôle-là de je ne marque pas, je fais tout pour marquer, Drayas? C'est un argument que je vais encore utiliser quelques années. C'est un jeune joueur, c'est phase de progression, phase de régression. Forcément, quand il a la régression. Non, mais c'est comme ça. Faut accepter qu'un jeune joueur. Et il faut se rappeler on est un peu en tilt sur Mbappé après 2 matchs, alors qu'on était en tilt sur Mbappé avant et quand il n'est pas bon, il plante des buts. Voilà, faut juste lui laisser le temps, tout simplement. Faut juste lui laisser le temps et il va revenir. Après, faut espérer, parce que Mbappé nous a montré la saison passée qu'il était capable de se rater dans les grands matchs. Il nous a montré qu'il était capable de se réussir dans les grands matchs, mais contre Manchester United, il s'était raté dans les grandes largeurs. Faut espérer qu'il ne choisisse pas Dortmund pour se rater, mais tant qu'il se rate juste contre Reims ou contre Lille, moi, ça me va. T'en penses quoi, toi, Lionel? Moi, c'est vrai que je l'ai trouvé agaçant. Et après, oui, je te rejoins sur sa jeunesse ou autre, mais je pense qu'il doit commencer à apprendre aussi quand je ne suis pas dans un grand match, je dois quand même utiliser mes qualités pour faire briller les autres. Et ne pas chercher à peut-être tout le temps se rassurer. Il a autour de lui des joueurs fantastiques comme Di Maria, comme Neymar, comme Icardi. Et ça fait, on va peut-être parler d'Icardi plus tard, mais les statistiques d'Icardi sur les 4-5 dernières sont très, très mauvaises. Et je pense que voilà, tu peux arriver de ne pas être bon, mais il faut pas. C'est un peu ce qu'on reprochait à l'époque un peu à Zlatan, quand des fois il n'était pas bon. Il avait tendance à emmener l'équipe avec lui, c'est-à-dire qu'il surjouait, il faisait. Ouais. Et je pense que il y a des joueurs qui sont dans ce qu'ils sont. Il y a des joueurs qui sont. Cristiano Ronaldo aussi est comme ça, d'ailleurs. Oui, mais par exemple, je prends un cas comme. Alors, Messi, quand il n'est pas dans un grand match, il va peut-être se faire oublier. Mais il y a des joueurs dans cette position qui, quand ils ne sont pas dans un bon match, vont jouer un peu plus simplement, vont chercher tout simplement à faire briller les autres. Que chercher le. Ouais.
Ouais. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'il travaille. Mais j'ai vu un commentaire sur Twitter et j'étais d'accord avec lui. C'est un joueur qui est tellement exceptionnel. Il faut qu'on ait cette exigence avec lui. Et je pense que quand il est comme ça, il faut le lui dire, il faut le critiquer parce que c'est un joueur qui est très intelligent et il va l'entendre et il va faire le nécessaire pour modifier ça. Franchir les paliers l'un comme dit Seb, mais il faut accepter cette phase pas être frustré. de stagnation. Faut pas être frustré les fois où il les franchit pas tout de suite parce que c'est normal, il est encore en pleine courbe de progression. Il a l'âge d'un joueur en post-formation. En fait. Et en ayant l'âge d'un joueur en post-formation, il est pas loin d'éclater tous les records de buts, d'être devant Cristiano Ronaldo en termes de buts en Ligue des Champions, etc., etc., etc. Non, je suis d'accord. Faut savoir gérer ses frustrations par rapport à sa progression. Et il faut être un petit peu patient. Oui. On va passer aux deux autres attaquants qui sont Icardi et Di Maria qui, on va dire, traversent une période un peu plus compliquée ce dernier mois, même si Di Maria avait fait un gros match à Monaco. Est-ce que c'est une méforme qui vous inquiète ou non, Lionel ? Non, ça ne m'inquiète pas parce que je pense que, on le voit sur les 2 dernières années, Di Maria, je pense que c'est un joueur qui commence à connaître son corps. Et moi, l'impression que j'ai, quand je vois un peu notre équipe et autres, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait en ce moment, une deuxième couche, pour arriver dans un état de forme optimal pour le match retour contre Dortmund. Et à mon avis, je pense qu'on verra un très grand Di Maria lors de ces 2 confrontations. Mais tu es quand même conscient que la deuxième couche, là, quand elle était à Lille, c'était rater des passes de 100 mètres, en fait. Oui, mais Di Maria, il est comme ça. C'est-à-dire que mais oui, elle va loin, la deuxième couche, en fait. Parce que la prestation de Di Maria, moi, tu sais comment j'ai qualifié la prestation de Di Maria hier soir ? C'est les 3 dernières minutes, virgule, l'éveil de Di Maria. C'est-à-dire qu'à partir de la 88e minute, je l'ai vu d'une manière positive, en fait. Parce qu'il fait une passe. Sinon, le reste du match, c'est calamiteux. Il fait pas semblant quand il est mauvais, Di Maria, généralement. C'est le mauvais Di Maria, mais comme il peut être le mauvais Di Maria vraiment loin, en fait. Non, ça c'est sûr qu'il était vraiment mauvais. Après, Icardi, le problème, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement dépendant des autres. Et à partir du moment où les autres à ses côtés ne sont pas bons, c'est pas lui qui va être meilleur. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il manque un peu de mobilité ou quoi que ce soit, mais je suis pas foncièrement inquiet. C'est un joueur, c'est comme dirait notre cher Cristiano Ronaldo, avec lui, les buts, c'est comme le ketchup. À un moment, ça vient pas, et puis quand ça vient, tout vient ensemble. Donc, non, je suis pas inquiet. Moi, ce qui m'inquiète plus avec cette équipe, c'est qu'on n'a pas de certitude sur l'approche mentale. On ne sait pas dans quel état ils vont arriver à Dortmund. Tu vois, c'est comme l'an dernier avec Manchester, quand on va à Manchester. On était tous inquiets avant le match aller, où on se disait wow, ça va être compliqué. Et puis, même si la performance n'était pas exceptionnelle, dans l'état d'esprit, on a vu un très beau Paris Saint-Germain. Et au match retour, bon, on avait toujours cette crainte, mais on se dit non, cette fois-ci, ils ne vont pas passer à côté. Et boum, ils s'écroulent. Donc le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est plus pour moi, au-delà de l'aspect technique ou quoi que ce soit, c'est comment ils vont aborder le match. Après, ils peuvent tomber sur plus fort qu'eux, et machin. Mais si, dans la mentale, ils arrivent dans les bonnes dispositions, c'est une équipe qui peut faire mal à n'importe qui. Donc, c'est plus ça qui m'inquiète que vraiment aujourd'hui le niveau de Icardi ou de Di Maria. Je pense que le leader qu'on a, Neymar, va faire en sorte de rassurer rapidement Icardi en lui donnant des buts prochainement. Moi, je trouve, Di Maria, je sais pas comment comprendre, je sais pas comment l'aborder, je sais pas quoi dire. Moi, je l'annonce juste Di Maria, juste il sera extraordinaire à l'aller, il sera catastrophique au retour. Ouais, peut-être. Moi, j'en sais rien, j'ai toujours pas compris la logique de ce joueur. Il est capable de te délivrer des passes fabuleuses, il est capable de te mettre des buts dantesques, comme il est capable de rater des passes de 3 mètres. Et c'est un petit côté la loterie. Alors après, tu décris l'idole de Basto, là, non? Il parle de Javier, je crois. C'est complètement différent. Javier, même lui, il te claque 5 passes extraordinaires. Non. Javier, pas 5, mais 3. Mais on va pas commencer à partir sur Javier, on va rester sur Di Maria. Et Di Maria, c'est un peu comme la loterie, sauf que c'est un peu mieux comme la loterie parce que tu gagnes une fois sur 3. Donc la loterie, tu gagnes une fois sur je sais pas combien, mais ça reste qu'une fois sur 3. Pour parler d'Icardi, alors déjà, moi j'ai envie de prendre la défense d'Icardi dans le sens où les efforts défensifs, il les fait.
Alors, on ne le verra pas faire des retours comme Neymar peut en faire et comme Mbappé n'en fait toujours pas. Parce qu'en ce moment, au niveau retour défensif, ça, on n'en a pas parlé sur Mbappé, mais en ce moment, c'est du zéro pointé. Mais il fait du cadrage et il le fait énormément. Et comme l'a dit Lionel, en deuxième mi-temps, il fait 5 appels, il n'y en a qu'un seul qui est servi et les autres ne sont pas servis. Et ça s'explique notamment par le côté mauvais de Mbappé qui s'exprime en ce moment, qui est trop individualiste, alors que si on regarde depuis le début de la saison, le premier relais de Icardi, c'est Mbappé. C'est le premier à lui fournir des ballons. Neymar lui fournit quelques ballons, et d'ailleurs Mbappé lui a fait aucune passe hier et Neymar lui en a fait quelques-unes. Mais effectivement, quand il n'est pas servi, en gros, même si peut-être qu'il est en méforme, peut-être qu'il fait moins de déplacements, les déplacements, il en a quand même fait. Il y a des fois où il était démarqué et il n'a jamais été servi sur le match. Donc, pour Di Maria, pour te répondre, Di Maria, je suis incapable de juger, je suis incapable de savoir ce qu'il faut faire avec ce joueur. Je suis complètement perdu parce que de temps en temps, tu l'alignes, il est formidable, et de temps en temps, tu l'alignes, il est catastrophique, et il n'y a pas de juste milieu avec lui. Et pour Icardi, je suis absolument pas inquiet. C'est juste le temps qu'Mbappé retrouve ses esprits, et je pense qu'on retrouvera un Icardi très bon quand Mbappé aura retrouvé ses esprits. Je suis d'accord à 90% avec toi. Juste Icardi dans ses déviations, dans certains trucs, est moins juste techniquement qu'il en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il en fait une extraordinaire qui aurait dû mener à but. On avait dit que dans cette déviation, mais notamment côté, même en dépendant d'Mbappé, il est moins bien. Ça, ouais. Mais néanmoins, en deuxième mi-temps, il te fait une déviation. Il avait les pénalties tout seul. Si elle est bien jouée, voilà, il amène un but. La déviation, puis derrière la remise de la tête. Voilà, il y a quand même des trucs. On va passer à la suite de ce podcast. Après, juste avant pour finir, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en ce moment, les joueurs ne sont pas en train de digérer la deuxième phase de préparation? C'est très possible. Oui, bien sûr. Reprise physique. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'ils sont en digestion. Non, la reprise de la trêve, janvier. Mais avant, ils étaient en digestion. Avant, ils étaient en digestion des blessures. Je parle notamment de Gay. On ne sait pas. On verra. De toute façon, on aura la réponse contre les 2 matchs contre Dortmund. À quel niveau physique on arrive. Alors, on va passer au mercato. Donc, il y a 2 gros dossiers, Cavani puis l'échange Kurzawa-Desilio. On va commencer par Cavani. Une fin qui finit un peu en eau de boudin pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG. À qui la faute pour vous, Draias? Je ne sais pas à qui la faute. Je sais juste que Cavani aurait dû partir il y a 6 mois. Voire un an avant, mais un an avant, il nous aurait mis dans la merde. Mais en soi, ça aurait été une logique, et il y a juste un. C'est la faute à une culture au Paris Saint-Germain où on ne sait pas vendre les joueurs. Et on n'a pas su vendre Cavani au plus haut de sa forme. Et on a gardé Cavani peut-être 1 an de trop, qui était l'année dernière, et on a gardé 2 ans de trop, qui est cette année. Je ne sais pas à qui est la faute. C'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui a parlé à chaque supporter du Paris Saint-Germain, qui a énervé chaque supporter du Paris Saint-Germain. Les cavanistes purs et durs sont obligés de le reconnaître. Par exemple, on râle des passes ratées dans le jeu de Icardi, mais pour que Icardi en réussisse une, quand il n'est pas bien, il faut qu'il en ait 4 pour que Cavani au Paris Saint-Germain, parce qu'à Uruguay, il en réussissait beaucoup plus que ça, mais au Paris Saint-Germain en réussisse une, il fallait qu'il en ait 25. Quoi. Donc, mais si tu veux, tu vois, c'est ça. Et c'est un joueur qui n'est pas parti assez tôt, et maintenant on finit avec une situation qui est ce qu'elle est, Et du coup, qui a un divorce qui est pas beau, avec les parents qui vont parler, ça va un peu trop loin, mais en même temps c'est le jeu, c'est le jeu des machins. Il y a eu aussi cette opposition avec du Cup, Neymar contre Cavani, qui a desservi le joueur. C'est n'importe quoi, c'est à la fois les supporters vont trop loin par rapport à Neymar. Les gens s'imaginent que les joueurs sont censés avoir un attachement au club de la même manière que les gens ont un attachement au club. C'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est un business, c'est la perspective de gagner beaucoup d'argent. Tu mettrais n'importe quel supporter de club face à la capacité de gagner plus de 5 millions d'euros par an. Crois-moi, il n'y en a pas un seul qui hésiterait à aller signer je ne sais pas où. C'est des logiques qui n'ont rien à voir. La seule chose qu'il faut voir, c'est que Cavani a énormément donné pour le club, a énormément marqué, a eu une personnalité où il n'a jamais triché, il était toujours à fond. Et à partir de là, il n'y a que des merci à lui donner, et puis c'est tout. Et pour Neymar, tu peux t'emballer sur ce qui s'est passé cet été, mais à l'arrivée, c'est ton meilleur joueur, il te donne des émotions, il est là sur le terrain. C'est pour ça que non, c'est pas pour ça que tu suis le foot, mais c'est ça qu'est devenu le foot aujourd'hui, et il faut l'accepter. Lionel? Je pense que la faute, elle est un
peu des deux côtés. Je rejoins un peu Brian quand il dit que le club ne sait pas vendre, mais je pense que le club ne sait pas vendre. Enfin, le club a du mal aussi à vendre parce que les joueurs se retrouvent dans une situation confortable. Euh, oui, il aurait fallu vendre Cavani, comme tu dis, à 6 mois ou même 18 mois. La question, c'est est-ce que Cavani avait vraiment envie de partir dans la situation financière où il était. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai vraiment admiré au Paris Saint-Germain. Maintenant, on peut trouver la façon dont son départ est géré, peut-être un peu dégueulasse, parce on avait envie de le fêter à la fin de l'année ou quoi que ce soit. Mais dans ce rôle actuel de joker ou de machin, je trouve qu'il n'a aucune utilité. Et entre guillemets, avoir réussi à le pousser à bout et de pouvoir récupérer une vingtaine de millions d'euros dessus, ben, j'ai envie de dire de manière un peu. C'est peut-être, ça peut paraître, comment dire, pas sadique, mais un peu. Pragmatique. Même pas pragmatique, tu sais. Hein, mais j'ai envie de dire, c'est très bien réussi par le Paris Saint-Germain. Et c'est dommage la fin, mais voilà. Bah, la fin aurait pu être anticipée. Ce qui est dommage, c'est que le fait que les supporters se retournent contre Cavani. Mais ça, c'est non, mais ça c'est, on pourra jamais le reprocher. Enfin, on pourra jamais changer ça. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est sûr. En plus, en France, si tu vois, enfin, tu seras en Italie où tu as une vraie tradition de joueurs que, tu sais, à la Francesco Totti, etc., ouais, etc. En France, il n'y a jamais eu cette tradition de joueurs qui restaient toute leur vie dans un club. Enfin, c'est ridicule. Pour moi, c'est du supporterisme acheté quand tu vas pleurer sur ce genre de choses. Lionel, je te relance sur Cavani. Est-ce qu'il faut le remplacer ou pas besoin, poste par poste? Ben, moi, tu connais déjà ma réponse. Ouais, mais les auditeurs, pas forcément. Oui, bien sûr. Mais je pars du principe. Rappelons-le, Basto et Lionel ont des échanges par WhatsApp qui n'en finissent pas. D'ailleurs, Lionel a porté plainte pour harcèlement, apparemment. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, non, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, alors, c'est vrai qu'on peut toujours dire Draxler n'est pas un joueur fiable, Sarabia, c'est pas le top mondial ou quoi que ce soit, mais quand tu as Neymar, Mbappé, déjà, il faut trouver un moyen de donner le temps de jeu à des joueurs autour de ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui jouent beaucoup. On a Icardi, on a Di Maria. Aller mettre 20 millions sur un remplaçant, quand dans notre effectif, tu as un manque au milieu de terrain, tu as un manque sur les côtés. Moi, je prendrais le risque de ne pas le remplacer et d'utiliser cet argent pour aller récupérer un joueur qui peut vraiment apporter un grand plus en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, Draia disait qu'il manquait un véritable deuxième milieu de terrain pour jouer à côté de Verratti. Est-ce que cet argent-là ne serait pas plus utile pour aller chercher ce milieu de terrain que d'aller mettre 15 millions d'euros dans un joueur qui va jouer 200 minutes ou 300 minutes dans la saison? Mettre 20 millions sur un Gamero qui, de toute façon, s'il y a une blessure, ne serait pas titulaire en Ligue des Champions, on repassera au 4-3-3. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, moi je me dis, voilà, je regarde notre effectif. Si Icardi venait à se blesser, ben, tu mets Sarabia et tu changes l'animation. Et bon, ben, tu sacrifies Mbappé devant. Et si Mbappé venait à se blesser, pareil, tu peux mettre un Sarabia, un Draxler. J'oublie. Enfin, on peut dire que j'ai oublié, mais c'est fait exprès parce que je ne peux pas comptabiliser ce genre d'effectif, c'est Choupo-Moting. Je pense que voilà, on est armé au attends, si c'est pour mettre Choupo-Moting, je préfère mettre Kalimou Endo. Oui, non, c'est pour ça que je dis que je ne compte pas Choupo-Moting dans les joueurs capables de la rotation, mais si on perd Cavani, on va se retrouver quand même avec, il va nous rester 6 joueurs qui ont le niveau pour jouer. Bien sûr, plus de temps de jeu à Sarabia. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui sont en mode de supporters qui disent qu'il faut absolument le remplacer. Non, il y a les postes au Paris Saint-Germain qui sont à pouvoir d'urgence, c'est au moins un milieu, un latéral gauche compétitif et un latéral droit. Tiens, transition. Parlons du latéral gauche compétitif ou pas. Échange Kurzawa contre De Siglio. Pour ou contre Draias? Moi, De Siglio, je le connais pas, donc je me dis pourquoi pas, on va voir.
Lionel. Moi, je le connais pas, mais en fait, je m'en fous complètement de son niveau. Ce que je vois, c'est qu'on avait un joueur qui était totalement inutile dans notre effectif. Et si, avec cet échange, en plus des 15 millions de Cavani, on arrive à débloquer 30, d'après ce que j'ai lu, ce sera un échange à valorisation de 20 millions chacun, et que ça nous permet de débloquer un bénéfice dans les comptes de 30 millions d'euros, et que derrière ça, on peut recruter le milieu de terrain ou le latéral gauche qui va vraiment nous apporter, j'ai envie de te dire, au moins Kurzawa nous aura servi à quelque chose. Sauf que Lionel, le truc, c'est que si tu recrutes un latéral gauche et que tu vas le recruter pour 4 ans et demi, a priori, tu vas le garder 1 an et demi. Et si le mec n'a pas le niveau, c'est un poste sur lequel tu dois recruter. Et tu es en train de repousser le fait de recruter à ce poste après. Et ça pose après, il y a une possibilité, c'est que De Siglio arrive pour 6 mois pour être la doublure. Et derrière, Meunier part libre et De Siglio devient la doublure à droite. Mais bon, tu es dans un. Moi, j'ai cru comprendre que Paris est en train de regarder sur le couloir gauche de FC Porto. Il faudra voir si ça peut se faire. Moi, c'est le contrat qui me fait peur. J'ai peur qu'on reste bloqué de nouveau 3 ou 4 ans de plus avec un autre boulet, parce qu'on va pas se mentir, à la Juve, ils sont très contents de récupérer Kurzawa contre De Siglio, comme à Paris, certains sont très contents de récupérer De Siglio contre Kurzawa. De Siglio, je regardais pas trop la Juve d'Allegri, mais je l'ai vu à Milan. Oui, c'est De Siglio, pour vous dire, vous connaissez mon amour pour Aurier, Matuidi et Gay, vous prenez un mélange des trois avec ballon et dans la conduite de balle, c'est à peu près ce qu'on a derrière. Donc, c'est pas le joueur qui. Je vais laisser Gay tranquille d'ailleurs avec le petit De Siglio, qui a les pires stats d'Europe offensivement, et c'est normal vu sa qualité de centre, sa qualité de passe. Défensivement, s'il était très bon, ça pourrait être bien, mais pour moi, c'est même pas le cas. Donc on est dans un cas purement financier, comme le dit Lionel, donc ça peut être intéressant, mais si derrière les 30 millions, on les met sur un joueur inutile, comme on le fait depuis des années, moi j'ai peur. J'ai peur toujours de ce genre de deal, parce que j'ai peur de ce qu'on en fait derrière. Après, j'aurais eu cette inquiétude-là si on avait un directeur sportif qui n'était pas compétent. Alors comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas Dieu. Faut pas oublier que Léo, il aime bien les rétrocommissions. Hein. Oui, c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il sait où il veut aller, en fait. Et ça, c'est déjà une chose qu'on n'avait pas avant au Paris Saint-Germain. C'est qu'on savait pas. Je trouve qu'Enrique mettait les bons veto aux mauvaises recrues. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, je pense qu'il mettait les bons veto aux recrues qu'il ne pouvait pas faire ses rétrocommissions dessus, surtout. Je sais pas, moi, je trouve qu'on a été dur avec Enrique. Non, mais tu sais très bien ce que je pense d'Enrique. Oui. De toute façon, il n'était pas avec le coach qu'il avait voulu nommer, donc il était pas. C'était compliqué pour lui de pouvoir s'imposer, oui. Alors, c'est clair et net, oui, Léo a fait des erreurs dans le recrutement, quoi que ce soit, mais je reste persuadé qu'il a travaillé déjà sur des pistes derrière. Comme tu dis, financièrement, on a besoin de le faire. Certes, ça peut peut-être à long terme nous poser problème, mais si à court terme, ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus performants, et en partant du principe que je pense qu'à long terme, il faudra aussi reparler de ce qu'on aura Mbappé et Neymar. Donc, à court terme, il faut penser à mettre tout en œuvre pour exploiter au maximum. Et si l'arrivée de De Siglio annonçait l'arrivée d'Allegri, youpi! Je sais pas, moi, déjà, on verra. Le problème sur le recrue, c'est que si tu changes de coach, ça peut vraiment tout changer. Il peut partir. Pourquoi 4 ans et demi, Lionel ? Attends, j'ai un truc à répondre à ce que tu viens de dire. Oui. C'est l'arrivée de Allegri, youpi. Tant que c'est pas Guardiola. Non. Moi, Allegri, j'arrête. C'est bon, c'est fini. Je prends ma retraite. Tu deviendras présentateur du podcast du Club Paname. Non, Lionel, pourquoi 4 ans et demi ? Pourquoi ? Ben, ça rentre dans tout le truc financier, comme l'expliquait par rapport à. C'est très bien expliqué par un autre chroniqueur, je ne sais pas si on peut le nommer, Romain Molina, qui expliquait dans son podcast dernièrement que le contrat est long et plus l'amortissement est bas. Donc, si tu vois. Kurzawa signe aussi 4 ans et demi à la Juve, selon les dernières infos. Donc, si le montant est estimé à 20 millions, avec un amortissement sur 4 ans et demi, on se retrouve avec... dans les 4 millions à peu près, ouais. Donc ça permet de dégager un plus gros bénéfice sur la saison actuelle. Mais ça veut dire qu'on est vraiment si ric-rac que ça niveau... Je ne sais pas si on est si ric-rac que ça, mais je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est en train de
Enfin, c'est juste un avis, hein, je dis pas que c'est ça ou pas ça. Mais par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années avec l'histoire des fair play financiers, tout le là, je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est en train de montrer à l'UEFA, voilà, nous, on a fait les efforts pour que ce soit. À côté, on développe quand même pas mal de choses pour pouvoir, d'ici peut-être 1 an ou 2, avec un effectif qui, à mon humble avis, devra vraiment évoluer dans les prochaines années, pouvoir véritablement faire un mercato sans être à chaque fois, quand ils vont devoir sortir 200, 300 millions d'euros, avoir l'UEFA qui dit hop, 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 hop. Donc, je pense que c'est ce qui se passe à l'actuel. On est en train de mettre tout en œuvre pour d'ici peut-être 1 an ou 2. Et c'est pour ça que je pense que. Je me permets d'intervenir. Je trouve qu'il y a une chose qui est satisfaisante beyond dot. Je parle anglais quand je sais pas comment le dire en français. Enfin, qui est pleinement satisfaisante au Paris Saint-Germain. Et devenir bilingue alors. C'est pas, ouais, mais je suis pas assez bon en anglais pour ça parce que après les gens, c'est pas le football. C'est justement c'est le fait d'avoir fait le PSG une marque. Et ça a été piloté par Jean-Claude Blanc et Mark Armstrong. Mark Armstrong qui a des très forts liens avec la NBA. C'est lui qui a dire Lance Armstrong, ça. Non, c'est Marc. Et qui ont fait un travail qui est hallucinant. C'est Paris Saint-Germain devient une marque de streetwear aux États-Unis. En fait. C'est assez fou à penser. Et vraiment là-dessus, il y a eu un impact et il y a eu. Enfin, ils ont fait, alors qu'on est un pays où les taxations sont plus fortes que dans tous les pays d'Europe, pour les entreprises. Dans le cadre de ce pays, en payant les taxes, ils ont fait un club qui était capable de rivaliser avec les plus gros, avec les autres plus gros équipes européennes. Et ils ont fait ça en quoi? En 5 ans. Le tout sans être accompagné de résultats sportifs qui étaient à la hauteur. C'est un taf mais gigantesque qui a été accompli et c'est fabuleux et bravo à eux. Notez ça, Dreyas rend hommage à Blanc. Ouais, Jean-Claude. Lionel, petite question subsidiaire. Allez, est-ce que tu attends une surprise dans ce mercato au-delà de ces deux affaires? Oui, avant de répondre, voilà, je retrouvais le terme revenu assez cynique vis-à-vis de Cavani. C'est-à-dire que, pour revenir à ce là, si on arrive à récupérer de l'argent alors qu'il avait prévu d'aller au bout de son contrat, on verra peut-être plus. Tout le monde sera content à l'arrivée. C'est un peu mais c'est assez cynique la façon dont ça se sera fait, mais l'essentiel, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et est-ce que du coup, pour revenir à ta question, je pense qu'on aura une, voire 2 bonnes surprises d'ici la fin du mercato. À la Leonardo, quoi, du dernier jour, un petit truc qu'on n'a pas vu venir. Ouais, un peu. Je le sens bien, notre Thiago Motta de 2012. Ça, vers 2012, 2013, je sais plus. Eh ben, on espère. Et derrière, toi, tu sens une surprise ou tu penses que ça va en finir là? J'aimerais une surprise, mais j'y crois pas. Mercato d'hiver. Enfin, tu vois, Tonali, là, on en parle beaucoup, mais est-ce que voilà, c'est pas pour maintenant. Et en plus de ça, on parle pas d'un joueur qui serait prêt à jouer tout de suite. Et enfin, il n'y a pas d'opportunité. Alors peut-être que Léo va nous sortir un chapeau magique de sa botte, mais il n'y a pas un Thiago Motta. L'opportunité qui était là, c'était Eriksen, mais il va à l'Inter. Ouais, ça, à la limite, oui. Eriksen, ça en aurait été une. Mais il n'y a pas non plus un Thiago Motta et un Maxwell qui sont sur. Enfin, le marché a complètement changé. Et je pense qu'en hiver, c'est particulièrement compliqué. Et oui, comme tu dis, il y avait Eriksen. Mais a priori, là, Léo n'a pas fait le forcing pour. Tourelle ne devait pas être complètement convaincu par Eriksen. Léo ne devait pas être complètement convaincu par Eriksen. Léo, parce que je pense que Tourelle n'est pas assuré de rester. Oui, mais je pense que Léo n'était pas complètement convaincu par Eriksen. Et du coup, parce qu'on sait une chose, c'est que quand Léo veut absolument un joueur, il le harcèle au téléphone. Et en général, c'est c'est sûr qu'il n'était pas convaincu. Et voilà, moi j'ai l'impression que cet hiver, il faut pas attendre quelque chose. Après, je pense que ce soit dans le cas Kurzawa Desailly ou le départ de Cavani, Tourelle n'a pas de gros mots à dire sur ce mercato d'hiver, de toute façon. Oui, puis c'est un mercato de comptabilité, en fait. Oui. C'est pas un mercato d'opportunité. Ah, ça peut le faire quand on fait revenir Motta et Maxwell, mais c'était une autre époque. Après, je pense qu'il faudrait regarder vers les clubs qui ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Et il y a pas mal de joueurs, je pense, surtout il y a pas mal de clubs qui cette année
déçoivent un peu, même au niveau de leur championnat. Donc, je pense que tu as peut-être regardé de ce côté-là. Tu parles de qui, par exemple? Naples. Quel joueur? Mertens, Pour cet hiver, jamais. Non, mais. Llorente. Pour cet hiver, jamais. Non. Fabrice. Non, On mais verra bien. c'est des joueurs qui viennent en été. C'est pas c'est pas le même marché qu'en 2011 ou 2012. Je sais plus exactement. C'est pas le même marché. 2013, mais ça a changé. Ça, c'est sûr. On verra ce qui se passe. Donc on arrive Le football a changé. On arrive au terme de ce podcast sur cette magnifique conclusion. Le football a changé. Tourelle va être content. Mercredi, on joue à 18h30 contre Pau. Donc voilà, les enfants de Tourelle pourront peut-être regarder le match. Par contre, Eurosport a eu la bonne idée de nous mettre le match que sur Internet. Donc il faut s'abonner à Internet pour voir le match. Merci Eurosport. Ah, tu l'as pas sur Eurosport 1 ou Eurosport 2? Non, c'est Eurosport. 60 là. Uniquement? Tu l'as en multiplex sur Eurosport 1 ou 2. Oh, mais bon, Tourelle est content, 18h30. Les enfants, le mercredi, ils pourront voir le match s'ils ont un abonnement Internet. Voilà, donc on verra ce qui se passe contre Pau, et puis il y aura le match samedi contre Montpellier, on reviendra sur ces deux matchs. Prochain podcast, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi Lionel pour ce nouveau podcast. Merci. Et merci Drayas, même si ça fait mal de le dire, tu vois, merci. Moi j'ai envie de dire merci à Lionel de m'avoir supporté, parce qu'apparemment c'était dur. Ben, je m'entraîne avec je vois ça, parce que tu aurais pu de mieux en mieux. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, tu pétais un câble, tu cassais tout chez toi. Lionel, il m'a dit, il réécoute les anciens podcasts et puis il fait de la sophrologie en même temps, de la méditation. Je trouve que tu t'es calmé par rapport à avant, Lionel. Tu étais très énervé avant. Là, tu t'es calmé, c'est bien. Je suis content alors. Merci à tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao.